je me présente Oumaima Achour, membre du club radio ISBST. Donc je vous prie, madame, de nous présenter votre laboratoire et votre stratégie de recherche et d'enseignement. Enchantée de vous avoir parmi nous Merci. au laboratoire. Et je remercie le club. C'est un club jeune apparemment, Oui. et qui est vraiment dynamique. Et je suis très contente que l'ISBST maintenant a un club pour la dissémination de ses activités à l'intérieur de l'Institut. Tout d'abord, je me présente. Je suis la fondatrice de cet institut et je suis fière que l'Institut est arrivé à ce niveau d'enseignement et de recherche. Bon, nous sommes le deuxième laboratoire de cet institut qui a été créé en 2017. Et ce laboratoire, tout d'abord, a commencé par une unité de recherche à la faculté de médecine dentaire de Monastir. C'était loin, dans les années 87-90. Donc on avait commencé par l'unité de recherche. Cette unité de recherche, comme j'ai muté, donc j'étais enseignante-chercheur à la faculté de médecine dentaire de Monastir. Et après, j'ai fondé, avec les collègues de l'université du centre à cette époque, j'ai fondé le département des sciences biologiques de Monastir. L'unité de recherche, j'ai donc transféré mon unité de recherche de la médecine dentaire vers la faculté des sciences. Et du coup, j'ai transféré le sujet de recherche parce que à la faculté de médecine dentaire, on avait travaillé sur le biocomblement osseux. Parce que c'est une qualité aussi de l'enseignant-chercheur et surtout du responsable de la recherche de s'adapter à toutes les sciences de l'institution là où il travaille. Et puis les physiologistes sont des scientifiques multidisciplinaires et on peut s'adapter. Donc, j'avais travaillé sur la physiologie de biocomblement osseux à l'époque et j'avais travaillé sur une biomolécule extraite de la nacre de Pinctada maxima et on avait essayé cette biomolécule sur la qualité de l'os quand on comble l'os avec un bioproduit, la nacre d'une huître géante, et c'était en collaboration avec le Muséum d'histoire naturelle de Paris. Ensuite, quand le président de l'université à cette époque, il avait imposé son pouvoir pour que je mute de la médecine dentaire vers la faculté des sciences de Monastir pour justement la création et la fondation aussi du département des sciences biologiques de Monastir. À ce moment-là, j'étais obligée de muter et j'ai fondé avec plusieurs collègues de l'université du centre le département. À ce moment-là, j'ai changé un petit peu de sujet de recherche et j'avais travaillé sur les effets toxiques des métaux lourds, principalement le cadmium, qui pose un problème environnemental en Tunisie. Le cadmium, l'effet du cadmium sur la physiologie rénale, thyroïdienne, et puis sur aussi la bioconcentration de ce métal lourd qui est très très dangereux et il est à l'origine de plusieurs pathologies dans le cancer, etc. Et avec j'avais pas beaucoup de thésards, mais avec les thésards de cette époque, dans les années 90, 2002, on avait travaillé sur les effets de ce métal lourd chez un animal désertique
la mayonnaise chaoui, qui est répartie dans toute la Tunisie, du sud jusqu'au nord. Donc on a montré que cet animal est un bio-indicateur de la fixation du cadmium, et on avait montré que le cadmium était bien fixé à des doses, bien sûr, plus ou moins importantes, du sud vers le nord. Et la région la plus contaminée, c'est la région, bien sûr, de Gafsa, autour de la Siap de Sfax. Et on a pris une région témoin qui est, entre guillemets, propre. C'est la région de Hergla, Nestir, etc. Bon, après, pour des raisons personnelles, j'ai muté sur Tunis. Et sur Tunis, on m'avait donc désigné pour s'occuper de la fondation de l'Institut supérieur de biotechnologie, là où on est. Et ça m'a pris beaucoup de temps. Beaucoup de temps dans la mesure où j'étais chargée pour non seulement recruter les enseignants avec moi au départ, c'était des enseignants qui avaient muté, mais aussi j'avais les problèmes de la construction, de l'équipement de l'institution, et c'était des nuits longues, c'était des jours aussi très très longs. Heureusement que mes enfants ont déjà pris leur destinée, ils ont réussi leur bac, ils étaient totalement autonomes, mais sinon pour une autre personne, impossible de réussir entre la vie familiale et la vie professionnelle. Mais heureusement, donc j'avais pris cette charge de 2004, la création de cette institution, jusqu'à 2010. C'était 6 années dures dans ma vie, mais heureusement, on est arrivé à ce stade où je suis en train de vous un petit peu accorder cette interview que personne n'avait faite auparavant. Donc, c'est une sorte de reconnaissance, mais on dit que l'histoire trace un petit peu la vérité. Parce que vous, les jeunes, c'est l'avenir de cette institution, et je compte beaucoup sur votre complicité et votre intervention. Mais il faut travailler pour encore faire rayonner cette institution à l'échelle non seulement nationale, mais aussi internationale surtout. Parce que le monde est devenu un petit village là où il faut vraiment faire valoriser ses compétences. Et là, la compétence, c'est avec le travail. Et le travail sérieux, hein, et le travail continu. Maintenant, je vais revenir à ma charge. Après ces longues années, j'avais quand même ces longues années de 2004 à 2010 pour la fondation de cette institution. Je me suis dit, maintenant, il faut que je m'éloigne de l'administration, parce que l'administration ne nous laisse pas beaucoup de temps pour traiter les sujets de recherche en profondeur. Ma stratégie dans la recherche était simple, travailler sur nos problématiques tunisiennes. Que ce soit, parce que là, on est en train de... J'oriente le travail vers la physiopathologie, qui est mon domaine, la physiologie générale, l'écophysiologie, en général, qui est mon domaine, la physiopathologie qui intéresse la santé, qui est une priorité en recherche scientifique chez nous. Et puis, j'oriente le travail vers l'ouverture
vers l'environnement externe, surtout socio-économique. Comment lier la physiopathologie aux problèmes socio-économiques, à notre sujet de recherche. Le sujet de recherche s'intitule donc la physiopathologie, l'alimentation et les biomolécules. Ça veut tout dire. Parce que la physiopathologie est étroitement liée à notre alimentation quotidienne et étroitement liée à la constitution de notre alimentation qui est formée par des biomolécules actives dans n'importe quelle biomasse de notre biomasse tunisienne. Qui dit biomasse, c'est-à-dire toutes le monde herbivore, le monde animal et le monde microbien. Bien sûr, qui existe dans tout notre environnement, que ce soit l'environnement marin ou l'environnement terrestre. Là, nous, on a choisi un animal, ou bien des animaux, qui sont deux espèces que je trouve très très intéressantes. Le Psamomys obesus et la Merenes shawi, qui sont deux rongeurs de l'équivalent de rats. Mais ce sont deux rongeurs de notre environnement qui sont très très intéressants sur le plan application thérapeutique. Pourquoi? Parce qu'on a montré dernièrement le Psamomys obesus et la Merenes shawi, quand on les élève à l'animalerie, au laboratoire, on les capture sur le terrain et on les transporte au laboratoire, ils développent une pathologie qui est endémique, qui pose un grand problème de santé publique, qui est le diabète. Et spécialement, particulièrement le diabète type 2, qui devient un diabète type 1 après un long traitement par un régime hypercalorique. Le Psamomys obesus, pourquoi développe-t-il le diabète quand il est transporté de son environnement naturel au laboratoire? Parce que dans son environnement alimentaire, il est inféodé à une alimentation particulière, halophyte, kénopodiacée, riche en eau et en sel, et qui en mange presque 100 fois par jour quotidiennement. Ce sont des kénopodiacées al-hamada. On dit couramment al-hamada. Donc l'ahmada, on la trouve au bord de la mer, on la trouve aussi, ça dépend des espèces, on la trouve aussi dans le désert, au bord des oueds qui sont salés. Lui, il est inféodé à cette plante. Et il développe des capacités physiologiques extrêmement intéressantes pour en faire un modèle de maladie, surtout le diabète type 2. Quand on le transporte au laboratoire, il développe le diabète type 2. Pourquoi? Parce que quand on lui donne une alimentation hypercalorique, de granulés. Parce que sur le terrain, il mange les kénopodiacées et au labo, il va manger des granulés qui sont riches en protéines, riches en glucides, riches en sels minéraux aussi. Donc, quand il développe cette maladie, automatiquement, il a développé il était découvert comme étant un bon modèle de diabète type 2 depuis les années 60. Schmidt-Nielsen, aux États-Unis, il a pris quelques individus du désert d'Algérie, à Niabès, et il est transporté aux États-Unis dans son laboratoire. C'est un écophysiologiste aussi, Schmidt-Nielsen. Il a travaillé beaucoup sur le métabolisme hydrique. Et le métabolisme hydrique du Psamomys obesus est aussi très très important. Donc, quand il a transporté cet animal, il n'avait pas de kénopodiacées tout autour aux USA, donc il lui a présenté les granulés. Et à partir de ce moment-là, il a remarqué qu'il devient obèse et qu'il urine beaucoup et qu'il mange beaucoup de granulés. Et il a fait simplement
une prise de sang et la glycémie, elle a trouvé qu'il a le diabète, effectivement. Et depuis, on n'en a pas parlé beaucoup du modèle. Mais on travaille toujours sur le métabolisme du diabète, sur le plan métabolisme et sur le plan pancréas endocrine, etc. Les complications au diabète, il y a un seul laboratoire qui a travaillé sur la néphropathie diabétique depuis une dizaine d'années. Et nous, qui ont commencé le laboratoire PAD, donc physiopathologie, alimentation et biomolécules, qui ont commencé à travailler sur la rétinopathie diabétique depuis 2007, jusqu'à présent. Une seule publication a été à ce moment-là faite par l'Arabie en 91, sur l'effet, sur l'altération des hormones adrénergiques au cours du diabète, au niveau de la rétine. Une seule publication. Donc, on s'est rendu compte, après de 2007 jusqu'à présent, avec plusieurs dizaines de publications qui sortent du labo, que cet animal est un très bon modèle de la rétinopathie diabétique, comparable et similaire à celle de l'homme. Et aujourd'hui, j'aurai une conférence justement à l'Institut ophtalmologique pour présenter encore une fois cet animal. On a travaillé depuis ce temps-là en étroite collaboration avec les ophtalmos. Je remercie les ophtalmos donc Simon Freiralla, le chef de service du service ophtalmo de Fatouma Barguiba. Je remercie aussi Dr Mohamed Dogui, chef de service neuro à l'hôpital Sahloul, qui nous ont ouvert les portes. Et on a travaillé avec le matériel qui est destiné pour la recherche, la fonction rétinienne, l'imagerie rétinienne est exactement comparable à celle de l'homme, en commençant à partir du jour J0, là où on a commencé l'alimentation hypercalorique, jusqu'à 7 mois de traitement avec un régime hypercalorique. Et on a montré pendant cette période des choses magnifiques. 7 mois, c'est l'équivalent de 20 ans d'ancienneté de diabète chez l'homme. Donc, durant ces 7 mois, on a montré donc, les phases précoces de l'apparition de la maladie. On a montré aussi l'évolution de la maladie depuis la phase précoce, 3 mois, jusqu'à la phase avancée, disons avancée. Madame, est-ce que vous pouvez nous fournir quelques récaps sur l'ouverture sur l'environnement externe socio-économique? Merci pour cette question très très importante, parce que maintenant, la recherche est étroitement liée à notre environnement socio-économique. Effectivement, pour ce modèle, nous sommes en collaboration avec plusieurs entreprises pharmaceutiques et agroalimentaires. Nous avions déjà, en 2012, signé des conventions avec l'entreprise connue Unimed pour 2 projets de thèse Mobidoc. Et ces 2 projets de thèse Mobidoc ont généré effectivement des publications scientifiques de haute valeur à l'échelle internationale avec un bon impact factor. Et on a, grâce à cette convention, on a montré les 2 espèces, Psamomysoleus et Meruleshavi, qui développent la rétinopathie diabétique, qui est dont les caractéristiques fonctionnelles, moléculaires et cellulaires est comparable à celle de l'homme. Maintenant, ceci est sur le plan pharmaceutique.
cette recherche est très significative dans la mesure où ce modèle, surtout le Psamomys obesus, qui est un modèle diurne, qu'on a montré que sa rétine est comparable à celle de la rétine centrale chez l'homme, macula et fovea, très riche en cônes, et sa fonction, l'ERG du Psamomys obesus en mode photopique diurne, est comparable à celle de l'homme. Donc cet animal peut constituer un modèle pour les tests de biomolécules thérapeutiques, pour donc donner des détails sur l'effet thérapeutique des biomolécules nouvellement qui sortent sur le marché. Surtout que la rétinopathie diabétique pose un grand problème dans sa thérapie. C'est encore des traitements qui ne donnent pas beaucoup de résultats pour la guérison. Et ce modèle peut être le modèle idéal pour avancer les recherches pharmacologiques et galéniques dans cette optique ophtalmologique de la rétinopathie diabétique. Maintenant, le modèle nocturne a été étudié aussi ici au laboratoire pour une thèse de Imen Nahamoum, qui est actuellement en postdoc dans un grand laboratoire à Lyon. Elle a montré que l'animal nocturne aussi, Meryem-Echaoui, peut aussi, pour la rétine interne, constituer un très bon modèle pour étudier la rétine interne chez la Meryem-Echaoui. Donc, on a un modèle diurne pour la rétine centrale chez l'homme et un modèle nocturne pour la rétine interne aussi qui est comparable à celle de l'homme. Ceci a généré aussi, avec une autre thèse qu'on a faite, les effets des biomolécules, surtout les antioxydants, sur la pathologie et sur la prévention aussi, sur l'effet préventif et l'effet curatif. Et on a pris le Psamomys obesus comme modèle. Et on a montré, avec cette thèse, que les antioxydants qui sont d'origine marine, par exemple la stalzantine, ou d'origine végétale comme l'européine, ou bien d'autres origines comme les algues marines, comme la phycoxanthine, ont donné des résultats extrêmement intéressants. Ces biomolécules ont un effet réparateur des neurones de la rétine, notamment la rétine externe, c'est-à-dire la rétine, les photorécepteurs type cône, qui sont régénérés chez le Psamomys obesus par l'effet de ces biomolécules. Et du coup, quand on a vu que ces biomolécules ont donné de bons résultats, on a projeté de faire des collaborations avec la société ou le groupe Herbes de Tunisie, qui s'intéresse aussi à ces biomolécules de point de vue extraction et de point de vue purification même. Il veut les commercialiser sur le plan international. Et quand il a voulu commercialiser quelques molécules que je ne cite pas maintenant, les acquéreurs à l'échelle internationale, en Europe et aux États-Unis, ont demandé des effets sur justement la prévention et, si vous voulez, la prévention surtout antioxydante de ces biomolécules sur la santé. Et c'est comme ça qu'on a fait l'ouverture sur le monde agroalimentaire. Et là, ce groupe compte beaucoup sur nous pour justement que ces biomolécules soient testées sur notre modèle qu'on a validé de rétinopathie diabétique comparable à celle de l'homme.
Et ça, c'est la projection. Maintenant, c'est l'ouverture socio-économique dans ce sens-là. On prend notre modèle comme étant un modèle de test et criblage de biomolécules sur la rétinopathie, sur la santé, que ce soit rétinopathie diabétique ou autre au laboratoire, parce que le laboratoire, on a des médecins qui travaillent aussi sur l'hypoxie, sur les poumons, on a d'autres qui travaillent sur le cancer, et là, on va essayer ces biomolécules sur les différentes pathologies. Moi, je parle de la pathologie dont je suis, peut-être je suis égoïste, dont je suis la responsable scientifique. Mais maintenant, reste, et c'est ça le but, c'est que le groupe agroalimentaire, il va s'occuper des biomolécules, de leur extraction, surtout Madame Baudriwa qui est experte dans procédés et tout. Ces extractions, ces extraits de plantes ou d'autres choses, même d'origine animale, on va les tester sur notre modèle, sur le plan structural et fonctionnel de diabète type 2 et de la rétinopathie diabétique. Voilà. Donc, et comment voyez-vous la relation enseignant-recherche à l'intérieur de l'ISBST? Merci pour cette question, parce qu'elle est primordiale et elle est intéressante. Pourquoi? Parce que nous, maintenant, selon les normes internationales, la recherche qu'on gère dans nos institutions, il faut qu'elle soit une recherche intégrée dans l'enseignement. Parce que nous, le système LMD, intégré dans l'enseignement pour le 3e cycle, pour le cycle master et pour le cycle doctoral aussi, le doctorat. Donc, on a pris nos recherches sur le Psamomis obesus et les résultats qu'on a eus et qui sont publiés à l'échelle internationale, on va aussi les intégrer un petit peu dans notre enseignement. Et maintenant, pour accréditer les établissements de l'enseignement supérieur, il faut absolument lier la recherche interne, locale, des laboratoires de recherche internes, avec l'enseignement. Et cette partie est très liée à la valeur scientifique et de l'enseignement de l'établissement en question. Voilà, donc je trouve que maintenant, moi j'ai donné quelques cours, et il faut intégrer absolument les résultats de nos recherches dans ces cours sur le diabète type 2 et sur ses complications. Et même sous forme de conférences, par exemple, les étudiants peuvent assister aussi à des conférences sur il faut multiplier les conférences à l'échelle spécifique. Et puis, quand je dis spécifique, c'est-à-dire avec des spécialités bien déterminées, comme nous, avec les ophtalmos, ou bien avec l'agroalimentaire, ou bien avec les procédés qu'on met en place pour justement montrer que la relation recherche, enseignement et ouverture socio-économique est liée. Voilà. Il faut que notre recherche serve à quelque chose, à une formation académique, mais aussi à une évolution ou un développement socio-économique. Voilà. Alors, merci madame pour votre contribution. Merci. Je vous en prie.